on va s'intéresser aux services de renseignement militaire. Peuvent-ils faire basculer le cours de la guerre en Ukraine? À quoi servent-ils? Vladimir Poutine est-il mal renseigné parce que ses conseillers ont peur de lui dire la réalité? Et pourquoi des pays européens comme la France n'ont pas vu venir cette invasion de l'Ukraine? Avec nous toujours en plateau, Sergueï Girnov, bonsoir et rebonsoir. Vous êtes ex-espion du KGB, auteur de KGB, DGSE, deux espions, face à face, Mareuil. Édition, François Gomard est toujours avec nous, ex-directeur du renseignement militaire français, soldat de l'ombre au cœur des forces spéciales. C'est le titre de votre ouvrage aux éditions Talendier. Avant de vous entendre, messieurs, Florent Krebseg revient pour nous sur les actualités qui ont agité le monde du service des renseignements ces derniers jours, notamment côté français et côté russe. Regardez. Le 16 mars, 20 jours après le début de l'offensive, l'avancée des troupes russes marque le pas. Une colonne de véhicules en proie à des problèmes logistiques est à l'arrêt aux portes de Kiev. L'ambition de Vladimir Poutine d'une guerre éclair est loin de se réaliser. Et pourtant, ce jour-là, l'opération se déroule avec succès dans le respect des plans préapprouvés. soit Vladimir Poutine ment, soit les informations qu'il reçoit ne sont pas les bonnes. Pour les services de renseignement, c'est un mélange des deux. Nous disposons d'informations selon lesquelles Vladimir Poutine s'est senti trompé par son armée. Nous pensons qu'il a été mal informé par ses conseillers sur les mauvais résultats sur le terrain et sur la façon dont l'économie russe est paralysée par les sanctions. Nous pensons que les conseillers de Poutine ont peur de lui dire la vérité sur ce qu'il se passe. Certains auraient même, dit-on, fait les frais de la colère du président russe, comme par exemple son fidèle ministre des Armées. Sergueï Shoïgu a fait ces jours-ci son retour devant les caméras après avoir totalement disparu pendant plus de 2 semaines. Mais le renseignement français autour d'Emmanuel Macron est-il mieux loti? À la traîne des Américains, en crise profonde. Le chef d'état-major français reconnaît les défaillances et les a clairement exposées dans une interview au Monde. Les Américains disaient que les Russes allaient attaquer. Ils avaient raison. Nos services pensaient plutôt que la conquête de l'Ukraine aurait un coût monstrueux et que les Russes avaient d'autres options. En France aussi, certains ont fait les frais de la colère du président. 7 mois seulement après son arrivée, le chef du renseignement militaire a été remercié. Christophe Gomard, Emmanuel Macron a-t-il été mal renseigné? Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait été mal renseigné. Il avait, de mon point de vue, les mêmes informations que les Américains. Mais les Américains, en fait, qu'ont-ils fait par rapport aux Français? Ils ont crié au loup, et le loup a fini par arriver. S'il n'était pas arrivé, ils auraient dit, mais on a eu raison de mettre la pression, le loup n'a pas attaqué. Donc vous voulez dire qu'ils n'avaient pas plus d'informations concrètes? Ils avaient les mêmes informations selon lesquelles l'armée russe était prête à envahir l'Ukraine. Est-ce qu'ils allaient le faire ou non? Je pense que les Américains ont dit ils vont le faire. Et en le disant, en même temps, il y a un espèce de jeu vis-à-vis du Kremlin en disant mais on a une source à l'intérieur du Kremlin. Donc au Kremlin, on fait le ménage pendant ce temps-là, peut-être. On n'en sait rien. Mais est-ce que vous faites un lien du coup alors sur les bombardements de l'armée ukrainienne dans le Donbass, peut-être sous pression américaine, je ne sais pas, hein, ce sont des supputations. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet qui fait que les Américains ont mis la pression sur l'armée ukrainienne pour faire sortir l'ours, si l'on peut dire, de sa tanière? Alors c'est possible. Ce qui est certain, c'est que l'avant-veille ou les jours précédents, le 24 février, date de l'intervention russe en Ukraine, ou de l'invasion russe en Ukraine, les Ukrainiens ont largement tiré, ont utilisé leur artillerie contre le Donbass. Et sans doute d'ailleurs, je n'ai pas d'informations sur le sujet, se préparaient-ils peut-être à envahir eux-mêmes le Donbass pour repousser les forces pro-russes au-delà des frontières ukrainiennes. Sergueï Girnov, selon les renseignements britanniques et américains, on vient de l'entendre de la bouche de Florent Krebseg, Vladimir Poutine est mal renseigné parce que, en fait, son entourage a peur de lui. On parle bien de l'armée la plus puissante du monde, l'une des plus puissantes du monde. Non, déjà l'armée russe n'est pas la plus puissante du monde, c'est un mythe qui existe depuis longtemps. C'est pas la plus faible. La Russie, au contraire, la Russie, vous allez vous étonner. La Russie, c'est un tout petit pays économique. C'est un pays qui a beaucoup de mythes, mais c'est un pays avec un PIB d'Espagne pour un énorme territoire. Et son armée est peut-être en nombre importante, mais après, il faut la qualité de l'armée. Et donc la qualité de l'armée, par exemple, là, je suis d'accord avec le général, le président Macron était très très bien renseigné. Pourquoi? Parce que du point de vue militaire, les militaires lui disaient une armée comme ça ne peut pas attaquer, parce que rien n'est préparé. Donc les Russes ne sont pas, excusez-moi, débiles pour attaquer dans ces conditions. Et pourtant, ils étaient suffisamment débiles pour attaquer. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont perdu Kiev, et c'est pour ça qu'ils ont... Alors, est-il mal renseigné, Vladimir Poutine? Vladimir Poutine a construit un système lui-même.
et il est de toute façon responsable de son système de renseignement. S'il voulait avoir un système de renseignement digne de ce nom, il aurait dû construire un système digne de ce nom. Vous avez vu le 21 février, le monde entier a vu comment il traitait son directeur de renseignement extérieur, Naryshkin. Donc imaginez-vous, le même directeur lui raconter des choses, des mauvaises nouvelles. Moi, j'imagine pas une seule seconde que Sergueï Naryshkin allait lui dire Vladimir, notre armée n'est pas préparée, il ne faut pas attaquer. Donc voilà. Et donc, soit il est mal renseigné, soit il a mal organisé son renseignement. Mais de toute façon, le responsable de renseignement en Russie, c'est le président. Ouais. Comment travaille une direction de renseignement militaire, concrètement ? Eh bien, elle dispose de capteurs, c'est-à-dire de moyens de recueillir de l'information, que ce soit par l'imagerie, satellite, avion, drone. Elle dispose de capacités d'interception électromagnétique, c'est-à-dire des communications. Elle dispose de moyens pour aller rechercher des choses sur Internet, et puis elle dispose de sources humaines. Et le croisement de cet ensemble de 4 sources potentielles d'informations permet d'avoir une vision, une appréciation, ce qu'on appelle une appréciation autonome de situation. Et cette appréciation autonome de situation, pour s'agissant de la France, est recoupée avec ce que fait la Direction générale de la sécurité extérieure, ce que fait la Direction générale de la sécurité intérieure, au niveau du coordonnateur national du renseignement, qui lui, va renseigner ou informer le président de la République. Donc c'est pour dire que le président de la République en France est exactement au courant de la situation. Alors on ne sait pas tout parce qu'on n'a pas des capteurs en permanence. Oui, mais si ça se trouve, Emmanuel Macron a mal interprété les informations du renseignement militaire français et que le fusible, vous disiez qu'il était bien renseigné. Après, il y a toujours évidemment une appréciation politique. Va-t-il attaquer ou pas ? Mais ça, qui est dans la tête de Poutine ? Personne. Qui est dans la tête d'un Joe Biden ? Personne. Qui est dans la tête d'Emmanuel Macron ? Personne, si ce n'est eux-mêmes. Et eux-mêmes sont capables de décider. D'ailleurs, ils ont été élus et ils sont en place pour ça. Lors de l'opération d'Hitler Barbarossa, à l'époque, 3 semaines avant, les services soviétiques préviennent Staline que ça va se produire. Il n'écoute pas. Le président n'est pas obligé d'écouter. Voilà, il n'écoute pas du tout. Ça, c'est un fait historique parfaitement connu. Non seulement il n'écoute pas, mais il croit au complot. Dont le but serait de le fâcher avec son grand ami Adolf Hitler, avec lequel il a commencé la Première Guerre mondiale le 1er septembre 1939, en partageant la Pologne puis les pays baltes. Et donc Staline n'y croit pas, et il finit même par fusiller un certain nombre de sources en disant « Vous êtes des traîtres, vous voulez me fâcher avec mon ami Adolphe ». Mais Christophe Gomard, tout de même, vous dites, bon d'accord, les États-Unis, c'était un peu du bluff, ils n'en savaient pas plus que par exemple les Français ou les Allemands ou les Polonais, d'ailleurs, ou les Ukrainiens eux-mêmes. En fait, les Ukrainiens, on n'a pas parlé d'eux, en fait, ils sont issus de chez vous, du KGB. Ils n'ont rien vu venir non plus, alors. Ils sont issus de chez nous, et ils sont bien renseignés, parce qu'il y a autre chose aussi que le général n'a pas eu le temps de vous expliquer, c'est que vous lui avez posé les questions uniquement sur le système français, mais il y a aussi l'OTAN, il y a aussi les États-Unis, il y a tous les partenaires et les alliés qui vous renseignent aussi, parce qu'il y a un échange de renseignements entre les alliés. Donc, et actuellement, les Ukrainiens sont renseignés aussi par les Américains et par l'OTAN. Donc, ils savaient très très bien. Les Américains, après, le problème aussi, vous savez, avec les sources, vous avez une extraordinaire source au Kremlin. Vous savez exactement ce qui se passe au Kremlin. Mais si vous le dites publiquement, vous brûlez cette source, vous grillez cette source. Absolument. Et donc, pour la protéger, des fois, vous êtes obligé de mentir. C'est ce qui s'est passé, vous savez, avec Enigma. Ils avaient les dates, les noms des convois qui étaient attaqués, il était obligé de les laisser s'attaquer pour sauvegarder le... Non mais Sergueï Journov a entièrement raison. C'est que ce qu'on sait, une source qui est au proche du gouvernement russe, s'il en existe, on ne dira pas tout, c'est-à-dire on ne révélera pas tout. Et là, en fait, le renseignement, c'est également la communication. On ne dit pas tout. Alors justement, vous, Comité Lafayette, ça vous dit quelque chose ? 2016, vous êtes à Washington. Le but du Comité Lafayette, c'est de renforcer le partage des renseignements, justement, je vous assure, entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. On peut citer aussi le Canada. Entre les États-Unis et la France. Le Pas Comité seulement. Lafayette. Seulement le Comité Lafayette, d'où le nom d'ailleurs. Oui. Mais ça marche plus, ça ? Si, ça marche toujours. Ouais. Non, mais en fait... Non, je vous dis ça parce que les sous-marins, la France se fait avoir. Au Sahel, c'est autre chose. C'est du renseignement économique. Ouais. On est dans l'économique. Ouais, pas le militaire. Le renseignement, le Comité Lafayette, c'était du renseignement militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de ce qui se passait en Syrie. Donc oui, c'était un appui mutuel. Mais les États-Unis ne savent pas tout. Leurs satellites, comme les satellites français, tournent autour de la Terre, donc ils n'ont pas des images en permanence au-dessus d'un lieu Bien sûr. pour essayer d'analyser. Sergueï Girnov sur ça. Et d'ailleurs, il y a mieux que ça.
les Russes participaient à certains échanges avec les services étrangers, et y compris avec les services de l'OTAN et des États-Unis. Parce que sur la lutte contre le terrorisme, surtout après le 11 septembre 2001, la Russie s'est proposée comme alliée, et elle était admise. Mais justement, vous parlez juste sur le terrorisme. Même maintenant, vous allez être étonné, même maintenant, on bien continue sûr. encore Moi, des j'ai échanges. rencontré mes homologues russes en Mongolie extérieure, dans le cadre d'une réunion des services de renseignement de l'Asie du Pacifique, dans laquelle la France est présente, puisqu'on a des territoires dans le Pacifique. Donc oui, il y a des échanges, on se parle avec les Chinois, avec les Russes. Mais est-ce que la lutte antiterroriste, justement, n'a pas accaparé toute la place? Tout n'est pas que question de moyens, mais tout de même, il y a des voix qui grincent en disant... Mais non, les effectifs, grosso modo, c'est pas exact, mais c'est quand même plusieurs milliers de personnes à la DGSE, c'est 2000 personnes à la DRM. Vous imaginez bien que les 2000 personnes ne sont pas concentrées uniquement sur le terrorisme, ou les 5-7 000 personnes. Donc depuis des années, on travaille sur une éventuelle action russe en Ukraine, alors, vous voulez dire? Sans révéler de secret, Sergei Journov le sait très bien. Évidemment qu'on suit des pays comme la Russie, c'est évident. La Russie, c'est un des pays que j'ai étudié quand j'étais jeune officier. C'était l'adversaire qui allait nous envahir. Et moi, quand je suis venu à l'ENA, on m'a proposé de faire du sport. J'ai choisi l'école militaire pour faire de l'équitation, justement, parce que c'est l'école militaire, parce que c'était la possibilité de rencontrer un peu les jeunes officiers, justement. Alors, du concret ce soir, Kramatorsk va probablement être encerclé, pris à revers par l'armée russe. Est-ce que le renseignement militaire aujourd'hui, ça doit aller tous azimuts? Aujourd'hui, les Britanniques doivent alerter, vous l'avez dit, les Ukrainiens, et beaucoup d'informations doivent intervenir auprès des Ukrainiens. Est-ce que ça peut faire basculer un renseignement militaire le cours de la guerre? Ce qui a déjà fait basculer, et on l'a bien vu, c'est que si les Russes ont échoué dans plusieurs endroits sur le territoire ukrainien, c'est qu'ils étaient bien renseignés, en particulier grâce au renseignement américain. Et que ce renseignement américain leur a permis sans doute de cibler des postes de commandement russes, et d'où des généraux russes qui ont été tués. Parce que les communications ont été interceptées, ils ont localisé exactement, donc en fait, ensuite les Ukrainiens ont utilisé leur artillerie ou leurs missiles pour détruire les endroits où se trouvaient ces généraux. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Kramatorsk risque, on voit bien la manœuvre russe qui cherche à encercler la partie de l'armée ukrainienne qui est là, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers d'hommes, pour ensuite les faire se rendre. En fait, c'est ça, j'imagine. Je ne suis pas dans la tête, ni dans le poste de commandement, ni dans le centre de planification russe. Juste en une petite minute, pardonnez-moi de vous couper. Sergei Journov, c'est vrai qu'on vous entend, vous dites que l'armée russe n'est pas la plus puissante du monde, loin de là, mais tout de même, on n'a pas l'impression, mais l'Ukraine est un grand pays. Ils ont quand même réussi à pénétrer sur un tiers du territoire ukrainien, les Russes, c'est-à-dire la Grande-Bretagne quand même. L'armée française ne pourrait pas faire ça. L'armée américaine a eu du mal en Irak. Mais a mis beaucoup plus de temps à arriver à Bagdad. Vous savez, pénétrer, ça ne veut pas dire gagner le pays. Souvent, celui qui pénètre, il est pris au piège. Et d'ailleurs, je crois que les Ukrainiens ont joué là-dessus aussi. Parce qu'en fait, ils les faisaient venir. Mais vous vous souvenez, il y avait une colonne de 70... c'est vrai qu'on en a entendu parler de celle-là, cette image. C'est ça. Et puis après, ils commençaient à les éliminer les uns après les autres. Donc ça peut être juste, alors oui ou non, pour finir, il y a eu vengeance ou pas, selon vous, sur ça, dans la zone de la périphérie de Kiev? Il peut y avoir. Merci Sergei Girnov, merci Général Gomard, on a l'occasion de vous entendre à nouveau à l'avenir, puisque hélas ce conflit est parti pour durer.